L'AS Monaco Basket n'arrive pas à enchaîner, le RCT obtient le bonus offensif à l'arraché. Valentin Boulot, passeur au NDB, notre invité. Week-end historique en F1 avec des disqualifiés. Alors Gros Tomar, Caramel et Monster Block, préparez-vous à une émission de haute volée. And welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur PDJ FM. Il est 18h15, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Azurément Sport. Une fois de plus, on va débriefer ce qu'il s'est passé ces derniers jours en sport dans la région avec nos chroniqueurs spécialistes. Pas de foot pro cette semaine pour cause de trêve internationale, mais comme d'hab, on refait le week-end avec pour commencer de la Nationale 2 de football. Et la montée s'éloigne pour Canet-Grasse. Les Dragons s'inclinent à domicile face à Angoulême 1-0. Défaite des Grassois à Istres 4-2. Il y a désormais 8 et 13 points de retard sur le leader Le Puy à 7 journées de la fin de saison. Week-end de trêve pour Cannes avant la demi-finale de Coupe de France le mercredi 2 avril face au Stade de Reims. Grasse de son côté recevra Marignan-Gignac le samedi 5 avril. En volée, Cannes avait certainement déjà la tête au play-off. Lourd revers à domicile face à la Lanterne Rouge, le Plessis-Robinson 3-7-1. Pour cette dernière journée de saison régulière, Roberto Cernotti a décidé d'aligner un 6 de départ très remanié et ça s'est ressenti sur le terrain. Point positif, le retour en douceur de Reda Ekal sur le parquet du Palais des Victoires. Les Dragons pourront compter sur l'Égyptien pour le premier tour de ces phases finales ô combien compliquées face à Montpellier. En handball féminin, ça gagne, mais ric-rac pour l'OGC Nice, victoire dans les derniers instants 34-33 à Mérignac. Les Aiglons sont bien installées à la 4e place du championnat. Elle, par contre, on ne l'arrête plus. Elle avait battu le record de France du 10 km à Monaco le 9 février dernier et elle faisait son retour dans la compétition en triathlon. Cassandre Beaugrand s'est imposée samedi sur le meeting T1 Indoor World Cup à Liévin dans le nord de la France. Et après un shooting photo à Paris et une campagne publicitaire à LA, la triathlète licenciée à Monaco dispose d'un peu de répit avant de plonger réellement dans la saison. Elle avait arrêté mais sort de sa retraite. Alizé Cornet a annoncé faire son retour pour le WTA 250 de Rouen en avril prochain. La tenniswoman niçoise de 35 ans a même déclaré « Vous croyez vous êtes débarrassé de moi ? Ce n'est pas encore tout à fait le cas ». Après avoir été consultante sur France Télévisions et 7 consacrée à l'écriture, la lauréate de 6 titres sur le circuit a repris l'entraînement il y a 2 mois. Pour le moment, nous ne savons pas si elle compte participer à d'autres tournois. Enfin en Pro B, l'Antibes confirme sa bonne forme du moment. Victoire samedi soir face à Vichy 81-76. Les leaders ont répondu présent. 19 points pour Samir Beckham, 18 pour Garland Green. Et avec ce succès, les Sharks sont désormais 9e au classement. On rappelle qu'il y a moins de 3 semaines, ils étaient 14e. Et ce championnat est tellement fou qu'ils pourront même entrer dans les places qualificatives au play-off dès la prochaine journée. Ce sera à Rouen vendredi soir à 20h. Et on reste sur les parquets de basket avec l'actu de la Roca Team Jingle. Three Mike James, c'est parti pour Azurément Clutch. Débrief de ces 2 matchs de Monaco avec l'Euroleague. D'abord, la Roca Team recevait Fenerbahçe ce jeudi dernier pour un choc de haute intensité face au 2e du classement, Lisa Fernandez-Martins. Et c'est une première mi-temps en dents de scie qui s'est dessinée pour les Monégasques. Fenerbahçe démarre fort avec une belle adresse au tir, notamment à 3 points, tandis que Monaco multiplie les tentatives sans réussite. Le premier quart-temps est rythmé et offensif, marqué par 6 fautes en 10 minutes. Monaco souffre à longue distance avec un faible 1 sur 6 à 3 points. Défensivement, la Roca Team tient bon, mais ses erreurs offensives permettent aux Turcs de prendre le large et creuser l'écart 16-24. L'entrée de Strazel change tout. Monaco enchaîne un 7-0 express pour revenir à 23-24 en 1 minute. Malgré une fin de quart sous tension, Okobo obtient une faute précieuse qui permet de limiter la casse 26-28. Dans le deuxième quart, Jordan Lloyd garde Monaco à flot avec son adresse extérieure. Les Turcs perdent en efficacité et Mike James en profite pour ramener les siens à égalité puis en tête pour la première fois du match 38-37. Le Fenerbahçe commence à douter et la Roca Team en profite pour creuser l'écart à +7. Mais les fautes offrent trop de lancers francs aux Turcs et à la pause, l'ASM mène de 4 petits points. 47-43 à la mi-temps, Monaco a su inverser la tendance mais reste sous la menace de Fenerbahçe. Lisa, comment s'est passée la seconde période ? Le troisième quart est très disputé, les 2 équipes se répondent coup pour coup, peu de points marqués pour beaucoup de fautes et d'intensité. Okobo prend les commandes dans les dernières minutes du quart, inscrivant 4 points précieux et permettant à Monaco d'aborder le dernier acte avec une légère avance, 63-58. Dans le dernier quart, Monaco se montre décisif et agressif offensivement.
creusant un écart de 8 points à 4 minutes de la fin. Mais Fenerbahçe ne lâche rien et refait son retard grâce à son adresse extérieure, 73-71. Lloyd redonne de l'air au Monégasque avec un panier longue distance, mais la Roca Team accumule toujours les fautes et offre de nombreux lancers aux Turcs. L'ambiance devient irrespirable et Okobo ainsi que James prennent leurs responsabilités à 3 points pour maintenir l'avantage. Monaco s'impose 91-82 et fait vibrer Gaston Médecin. Mike James signe encore une fois une performance monstrueuse avec 29 points à 5 sur 8 derrière l'arc et une évaluation de 26. Une victoire de prestige pour Monaco qui s'accroche aux places fortes de l'Euroleague et après 2 défaites face au Maccabi Tel Aviv et Le Mans, à entendre Jordan Lloyd, elle fait du bien. Bien sûr, c'est un soulagement. On a toujours envie de célébrer et reconnaître ces belles victoires. Jusqu'à minuit, on va profiter et demain, on va revenir concentré. On était dans une situation assez compliquée avec des défaites douloureuses. Mais ne vous inquiétez pas, on est très excités et on veut continuer à progresser. On était très bon offensivement sur le dernier mois, mais on n'a pas été capable de défendre ensemble. Donc il faut juste communiquer et se soutenir. N'importe qui peut scorer, donc si on défend bien, on peut aller chercher quelque chose de spécial. Pas le temps de rêvasser pour les Monégasques, notre rendez-vous crucial les attendait 3 jours plus tard en championnat face à l'Asvel, et ce match était une toute autre histoire, Lisa. Et oui, dès l'entame, l'Asvel affiche une agressivité inhabituelle. Cris sur le terrain, contestations répétées, la tension est palpable et les Lyonnais veulent imposer leur rythme. Monaco, privé de Lloyd et Theis, reste étonnamment présent défensivement et s'accroche malgré une adresse supérieure de l'Asvel. Mais un fait de jeu vient troubler la Roca Team, une faute antisportive contre Mac James après 6 minutes 30 de jeu et avertissement pour le coach monégasque pour contestation. L'Asvel en profite pour prendre 8 points d'avance, 11-19. Le public de Gaston Médecin entre alors en scène. À chaque possession lyonnaise, les sifflets résonnent. Porté par son 6e homme, Monaco enchaîne les stops défensifs et revient à 19 partout à 1 minute de la fin du quart. Les Monégasques continuent sur leur lancée, mais l'Asvel ne lâche rien. Monaco passe devant à un instant, 32-30, avant que Lyon ne reprenne les devants grâce à sa réussite extérieure. À la pause, l'Asvel mène 42-45. Un premier acte disputé, mais Monaco reste dans le coup. Qu'en est-il de la seconde période ? Le troisième quart démarre calmement, jusqu'à un énorme dunk de Jaron Blossomgame qui fait rugir la salle. Mais la faille défensive monégasque s'ouvre une fois de plus. Trop de contre-attaques laissées à l'Asvel, une nouvelle faute antisportive sifflée, et voilà les Lyonnais qui s'envolent, 50-62, plus gros écart du match. Côté Asvel, Théo Malédon est intenable, trouvant des espaces dans la défense des locaux. Mike James, habituellement leader offensif, est étonnamment discret, tout comme Strazel, mais Monaco trouve des ressources avec Diallo, Jaité et Okobo qui ramènent l'équipe à seulement 3 points à l'entame du dernier quart, 64-67. Justement, ce dernier quart est une montagne russe. En 55 secondes, Monaco recolle à 68-70, enflammant Gaston Médecin. Mais ensuite, plus rien ne rentre. Les Monégasques ratent shoot sur shoot, tandis que l'Asvel enchaîne les réussites. Alors que Lyon semblait échapper définitivement, les hommes de Vassilis Panoulis trouvent soudain une adresse extérieure inespérée. À 2 minutes de la fin, un tir primé ramène la Roca Team à 82-83. Dans une ambiance irrespirable, Mike James revient sur le terrain pour le Money Time. Monaco joue son va-tout, mais l'Asvel ne tremble pas. Porté par une adresse insolente et une meilleure gestion du Money Time, les Lyonnais s'imposent 86-94. Une défaite qui semble ne pas passer pour Donatas Motiejunas. Évidemment, 94 points montrent que notre défense n'était pas la même que face à Fenerbahçe. Pour nous, maintenant, le focus est mis sur la double journée d'Euroleague qui peut drastiquement changer notre standing. Si nous n'arrivons pas à oublier ce genre de match et si nous ramenons cette négativité, ce sera un problème pour nous. Nous savons que nous n'avons pas performé à notre niveau habituel. Nous sommes aussi conscients que nous avons perdu un match que nous étions censés gagner, surtout à domicile. Réaction immédiate attendue ce soir en Euroleague contre les Lituaniens de Žalgiris Kaunas. Première entre deux à 19h. On ouvre la page rugby avec assurément Moll jingle. Action. Liège, jeu. Après un week-end dernier chargé en émotions, avec le sacre du 15 de France dans le tournoi des 6 nations, le top 14 reprenait ses droits. Le RCT a accueilli Perpignan ce samedi soir dans une ambiance particulière à Mayol, Bastien. Oui, en avant-match, on a retrouvé très rapidement les valeurs du rugby. D'abord l'ovation pour Jean-Baptiste Gros, tout juste vainqueur du tournoi avec les Bleus. Il disputait son 100e match sur les couleurs rouge et noir.
puis le respect, la commémoration, l'hommage à Nicolas Haddad, 15 ans. Le rugbyman varois nous a quittés en début de semaine dernière. C'était 2 jours après un match à Bastia où, à la suite d'un plaquage, sa tête heurte ses genoux, provoquant des convulsions et un arrêt cardio-respiratoire. Tout le stade a observé 1 minute d'applaudissement pour, je cite, l'accompagner dans son dernier voyage. Quelques secondes après, c'est le rituel pilou-pilou qui résonne dans Mayol, et les hommes de Pierre Mignoni se devaient de garder leur forteresse infranchissable. Oui, surtout que les Toulonnais étaient bien au courant que 24 heures plus tard allait se disputer un duel au sommet entre l'UBB et le Stade Toulousain. Une des deux équipes allait perdre des points, il fallait donc en profiter, mais cette victoire n'allait pas s'obtenir aisément face à une valeureuse équipe de Perpignan. Il a plu sur la rade toute la journée et le vent souffle encore. On assiste alors à plusieurs séquences de ping-pong rugby pour occuper et mettre la pression dans le camp adverse. Les Toulonnais n'ont pas vraiment de munitions dans les 22 mètres catalans, mais ils s'en remettent au pied de Melvin Jaminet, 6-0 à la 17e minute. Mais le RCT reste fragile et indiscipliné. Valentin Delpy remet les siens à égalité juste après un essai refusé à Granel. Et sous la pluie battante qui refait son apparition, Toulon s'en remet à la puissance de ses avants. Au total, 7 pénalités obtenues sur mêlée dans cette rencontre et le premier essai viendra d'un ballon porté. Le troisième ligne centre Facundo Issa part seul dans le fermé et fait parler sa robustesse. Pendant la transformation de Jaminet à la 32e, de nombreux Nico descendent des tribunes, minute à laquelle il a subi le choc. 5 minutes plus tard, Delpy réduit l'écart à 13-9, mais les Varois vont une nouvelle fois faire parler à leur puissance en mêlée. Le pilier droit catalan Tétrachvili écope d'un carton jaune et Jaminet permet à Toulon de mener 16-9 à la mi-temps. Les Toulonnais sont efficaces mais pas flamboyants, ils vont afficher un tout autre visage en seconde période, Bastien. Après une pénalité de chaque côté, Ryan Rebadge vient inscrire le deuxième essai pour les Rouges et Noirs. C'est la première fois que les hommes de Pierre Mignoni enchaînent les temps de jeu dans les 22 mètres adverses. Gaël Dréan, en manque de munitions, vient apporter sa vivacité. On voit des plaquages enfin cassés et du jeu après contact. 53e minute, 26-12. Puis le banc va apporter un nouveau souffle, comme à son habitude. Gianmarco Lucchesi conclut un moll bien construit et le RCT a provisoirement le bonus offensif en poche. Mais les Perpignanais ne rechignent pas et reviennent dans les 22 des locaux. Ben White est sanctionné d'un carton jaune car il n'est pas à 10 mètres. Quelques secondes plus tard, Oviedo plonge dans l'embut. Le RCT perd son 5e point et il ne reste que 10 minutes à disputer. Mais cette équipe fait preuve d'un mental hors du commun cette saison et vient arracher ce point ô combien important après la sirène. Ben White est de retour, Baptiste Serin glisse à l'ouverture. Toulon est toujours aussi intenable en mêlée et revient dans la zone de marque. Fanganoukou fait office d'un point de fixation et gratte 10 mètres. Le Corvec et Brennan percutent avant de littéralement lâcher les fauves. Saint-Zel passe dans le dos à Serin qui transmet à Jaminet et comme un symbole, l'ancien arrière de Perpignan voit la faille et s'engouffre avant de plonger en coin. Il transforme son propre essai et Toulon s'impose 49 avec le bonus offensif. Performance remarquable de Melvin Jaminet avec 25 points inscrits. Le RCT dispose désormais d'un choix de riche à l'arrière avec Marius Daumont, une concurrence utile dans cette course à la qualif directe en demi-finale. Grâce à cette victoire bonifiée, Toulon est 3e mais avec 2 petits points de retard sur Bordeaux et 3 sur Toulouse. Et c'est le moment d'accueillir notre invité. Il n'a pas pu être présent en direct pour cause de match amical. Valentin Boulot, passeur au Nice Volleyball, s'est libéré ce matin pour répondre à quelques questions après une saison régulière plus que réussie. Bonjour Valentin Boulot. Salut, bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être venu dans cet emploi du temps. On l'imagine bien chargé, c'est avec le moment plaisir. Un petit peu charnière de la saison. On va reparler justement de cette saison quand même très positive pour le Nice Volley. Est-ce que vous vous attendiez à avoir ce niveau-là ? Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est un groupe assez nouveau, je découvrais le club aussi, il y avait qui ont passé une saison assez compliquée l'an dernier, je sais que tout le monde avait à cœur de mieux faire, maintenant il y avait pas mal d'inconnus donc c'est toujours difficile d'évaluer ce qui va se passer. Ouais. L'objectif c'était quand même de revenir en play-off j'imagine, mais la 5e place c'est quand même un autre niveau. Ouais, c'est ça. L'objectif, il était annoncé dès le début par le coach, intégrer les playoffs. Ça me semblait faisable pour le coup. Et 5e place, c'est top. Ouais, c'est top après 4 très gros clubs. Après, il y avait pas, c'était très très serré. Ça se joue dans un mouchoir de poche entre la 5e et la 8e. Mais ouais, très content de finir à cette 5e place. Il y a eu de gros matchs en plus. Poitiers, vous battez 2 fois 3-0 avec votre coach qui était là-bas en plus. Ça lui tenait à cœur. C'était référence. Là, dernièrement, il y a eu Chaumont. Donc il y a eu des gros matchs quand même que vous avez, des grosses performances que vous avez alignées quand même cette saison aussi. Ouais, je pense qu'il y a une conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'on aime bien jouer contre les grosses équipes. Je pense que c'est plus facile à aborder mentalement. Ça enlève de la pression. Il y a que du positif à en tirer. Donc il y a eu des belles perfs. Il y a eu un nouveau coach du coup cette saison, Brice Donat.
En quoi il est différent, spécial? Quelles sont ses méthodes un peu? C'est quelqu'un de très entier, de très qui vit vraiment les émotions pendant le match, et ça se lit sur son visage et ça se transmet aussi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est précieux, parce qu'il triche pas. En fait, c'est très vrai. Quand on gagne, il est comme un gosse. Quand on perd, il est assez triste. Ça, c'est assez agréable de pas avoir quelqu'un de blasé ou de plus froid ou de plus distant. C'est quelque chose qui motive, ouais, pas mal. Et individuellement, vous avez pu gratter quelques minutes, notamment lors de la blessure de Bruno Dias. Quel retour vous faites, vous, sur votre saison personnelle? Moi c'est pas évident, parce qu'après avoir été titulaire dans mes 4-5 clubs passés, là je revenais sur un rôle de second, qui n'était pas forcément prévu à la base pour moi, même si je savais qu'en venant ici c'était le cas, mais c'est pas ce que j'avais prévu avant, et donc ouais, j'ai dû me réadapter, mais pour l'entente avec Bruno, elle s'est faite tout de suite. C'est quelqu'un de très cool, de très talentueux, très mature aussi pour son âge, donc j'ai essayé de le suppléer au mieux, d'apporter autre chose au groupe, de la vie à l'entraînement, de pousser les mecs. C'est un rôle que j'avais pas rempli depuis pas mal d'années, d'être second, mais j'ai essayé de faire ça au mieux avec un peu plus d'expérience que la dernière fois que ça m'était arrivé. Et la question sur le coach, oui, c'est un ancien passeur aussi, donc c'était intéressant de bosser avec lui et d'avoir ses retours sur ce poste. Ouais. Alors justement, il y a une spécificité au volley qui est un petit peu au hand, et encore, il y a vraiment un 6 majeur avec un ou deux joueurs qui rentrent, ouais. Mais après, il y a des joueurs qui ne sont amenés à ne jamais rentrer, et d'autres qui rentrent au cours d'un match comme ça, c'est pas prévu, et ils sont pas vraiment échauffés. Racontez-nous un petit peu. On s'échauffe un peu quand même, ça se voit peut-être pas, mais on rentre pas complètement froid. Ouais, en fait, le volley, c'est un sport d'automatisme très très précis, donc une fois que la mécanique du 6 majeur est trouvée, c'est vrai que c'est pas facile de changer quelque chose. En tout cas, il y a des postes peut-être plus simples à changer que d'autres. Le mien n'en fait pas partie, parce que c'est le passeur au volley, c'est comme le meneur au basket, ou le demi-centre au hand, c'est celui qui est responsable du jeu, des combinaisons, et c'est celui qui doit créer les affinités avec chacun des joueurs, savoir quel ballon correspond à chaque joueur. Donc quand tu changes le passeur, tu changes vraiment la dynamique de jeu, aussi la tactique, la stratégie, donc c'est assez risqué comme changement. Bon, en tout cas, ça change pas mal. Donc oui, c'est pas le poste que tu changes comme ça d'un claquement de doigts. Donc forcément, ça fait peu d'opportunités pour rentrer. Après, ça peut être des rentrées temporaires, apporter quelque chose au bloc, tu vois, physiquement, au service, sur des secteurs de jeu très précis. Donc c'est souvent des rentrées éclairs, on va dire. Mais c'est toujours du temps de jeu à gratter. Vous êtes toujours sur EDJFM dans Azurément Sport. On va en parler de ces playoffs qui arrivent dans 10 jours pour nos volleyeurs. On revient après une courte page de réclame. Tous les jeudis, retrouvez la matinale d'Exact. Notre équipe de journalistes fait le tour de l'actualité de la semaine à partir de 8h30 pour tout vous expliquer. Politique, économie, culture ou encore sport, on vous aide à comprendre le monde qui nous entoure. La matinale d'Exact, c'est tous les jeudis à 8h30 en direct sur EDJFM. Et justement, sur ces entraînements, quelle part vous accordez à muscu, tactique, technique ? Ok, nous à l'entraînement, on fait 2 muscu par semaine minimum. Ça peut être 3, mais vu le rythme des matchs là, pas vraiment. 2 muscu par semaine, et ensuite les entraînements, c'est tous les jours, et des fois il y a des spécifiques le matin. Donc c'est, la plupart du temps, 2 entraînements par jour, que ce soit muscu ou volley le matin et volley l'après-midi. Mais matin plutôt spécifique, et le soir plutôt collectif, préparation des plans de jeu pour le match du week-end à venir. Ouais. Okay. Et pour revenir sur cette saison, donc là la saison régulière c'est terminé avec une lourde défaite 3-0 à Tours. Ouais. Déçu de ne pas avoir réussi à aller chercher cette 4e place, la synonyme de Coupe d'Europe. Ouais, c'était un objectif qui arrivait un peu comme ça sur le tard. On s'est rendu compte que c'était possible. Alors le coach, il s'est dit que c'est ce qu'il fallait essayer d'aller chercher. Maintenant, on savait aussi que Tours, chez eux, c'est une équipe très difficile à battre, avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont la même ossature leur équipe a la même ossature depuis 2-3 ans. Des joueurs qui sont habitués aux grosses rencontres. Ils sortaient d'un match de Coupe d'Europe aussi. Eux, ils ont joué une demi-finale de Coupe d'Europe la même semaine. Donc je pense qu'il y avait mieux à faire en termes de comment dire, de kiffer le match en fait, et on l'a joué un petit peu
peut-être trop timorés, ou en tout cas ils nous ont pris à la gorge et ça nous a un peu asphyxiés, on n'a pas réussi à vraiment exister pendant ce match. Donc déçu, oui, mais c'est un peu une déception de riche, parce que peut-être qu'au début d'année, tu m'aurais dit est-ce que t'es déçu que vous finissiez pas 4ème, je t'aurais dit 5ème c'est top, mais oui, forcément déçu quand tu sais que c'est possible et que ça se passe pas, mais oui, c'est déçu. Mais plus sur la manière que sur les résultats au final, ouais. Parce que Cannes, dans le même temps, avait perdu 3-0 à domicile face au Plessis. Eux, ils avaient pour le coup la tête au play-off, vu qu'ils avaient fait tourner tout. Vous, c'était vraiment pas le cas. Non, c'était un peu un match 0 du coup face à Tours. C'est vous ça, allez ouais. retrouver. Bah, en fait, depuis qu'on sait qu'on est en play-off, ça doit faire peut-être 3 journées avant la fin. Le coach a présenté chaque match comme le premier match des playoffs, comme une préparation aux playoffs. Donc vraiment, nous, j'ai l'impression qu'on est en playoffs depuis 3 semaines déjà. Et je pense que c'est ce qu'il voulait aussi. Parce que dans l'approche des matchs, mentalement, nerveusement, les playoffs, c'est totalement différent. C'est des matchs coup près. C'est pas la saison régulière. Il y a beaucoup moins de droit à l'erreur. Donc ouais, ces 3 derniers matchs, c'était vraiment une prépa playoff. Nous, on était déjà dedans. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas eu le luxe de faire tourner comme Cannes. Voilà. Et Tours, justement, vous les retrouvez en play-off. C'est une des seules équipes que vous n'avez pas battues cette saison avec Montpellier, me semble. C'est fort possible. Comment on peut arriver à trouver la recette ? Je pense que, comme je te disais tout à l'heure, ce qui nous réussit, c'est de savoir que l'équipe est meilleure. On aime faire des perfs contre des équipes mieux classées. C'est le cas. Donc en fait, pourquoi pas, hein. On a été chercher des gros matchs contre Chaumont, contre Montpellier, où on n'était vraiment pas favoris. Même parfois où la dynamique était pas de notre côté à ce moment-là de la saison. Donc je pense que l'approche mentale du match et nerveuse, la stabilité émotionnelle va compter énormément. Pour ça, il y a pas mal de trucs contre nous. C'est vrai que le fait de jouer là-bas, ils ont une salle étouffante, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'ambiance, et c'est pas facile à gérer. Ils sont vraiment un peu maîtres chez eux, ça se sent. Maintenant, nous, on a été, je pense, très souvent cette année le caillou dans la chaussure de beaucoup de grosses équipes. Donc c'est le rôle qui nous colle le mieux et c'est celui qu'il faut qu'on endosse. Merci Valentin Boulot d'avoir été avec nous. De rien, avec plaisir, merci. Et voici le programme de ces playoffs. On rappelle que la première équipe à 3 victoires se qualifie pour les demi-finales. Tours à l'avantage du terrain, alors notez bien sur vos calendriers. Match 1 et 2 le 4 et 6 avril. Le match 3 de cette série aura lieu le samedi 12 avril à la salle Jean de Marquis. En cas de match 4, ce sera 2 jours plus tard sur le lundi 14 avril, toujours à domicile. Et s'il y a égalité, la Belle se disputera en Indre-et-Loire le vendredi 18 avril. Arrêt au stand désormais avec le débrief du GP de Chine, c'est parti. 100% paddock, la Formule 1 par une équipe 100% à bloc. Retrouvez-nous après chaque Grand Prix sur YouTube ou la chaîne Twitch EDJ Live. Au programme, débrief de la course, actualité, inside et tout ça dans la bonne humeur. 100% paddock, une équipe 100% à bloc. Et Victor Andrés de la team 100% Paddock nous rejoint. Bonsoir Victor. Bonsoir Bastien, bonsoir Lisa. Bon, le deuxième Grand Prix de cette saison de F1 s'est tenu ce week-end en Chine sur le circuit de Shanghai. Avant de revenir en détail sur la course, un petit rappel sur le format des week-end sprint, Victor. Oui, ce week-end en Chine, on a vécu le premier format sprint de la saison 2025 de Formule 1. Ce format diffère de celui des week-ends de course plus basiques. Au menu du vendredi, une seule séance d'essai libre, suivie des qualifications qui déterminent la grille du sprint. Premier temps fort du samedi, la course sprint, qui se déroule sur environ 100 km, soit le tiers de la distance d'un Grand Prix traditionnel. Lors du sprint, les 8 premiers pilotes inscrivent des points, 8 pour le premier jusqu'à 1 pour le 8e. Ensuite, la qualification habituelle du Grand Prix a toujours lieu le samedi après-midi. Et enfin, le dimanche reste consacré au Grand Prix. Ce format sera utilisé à 5 autres reprises cette saison, à Miami, en Belgique, à Austin au Brésil et au Qatar. Bon, revenons à Shanghai où on pensait que McLaren allait dominer tout le week-end après sa belle performance en Australie, mais dès le vendredi matin, lors de la qualif sprint, la première grosse surprise de la saison a eu lieu. Et quelle surprise! Alors que les McLaren étaient comme en Australie les plus rapides, Lewis Hamilton a décroché la pole position de la course sprint devant Max Verstappen, Oscar Piastri et Charles Leclerc. Le Monégasque n'a pas trouvé la solution et se fait déjà devancer par son nouveau coéquipier. Le lendemain, lors du sprint, Hamilton gère parfaitement ses pneumatiques et décroche la victoire sans être inquiété. Depuis l'introduction du format sprint en 2021, c'est la première victoire du Britannique dans cette épreuve et c'est également le premier succès de Ferrari en sprint. De son côté, Charles Leclerc termine à la 5e position et admet après l'arrivée qu'il n'est pas au niveau ce week-end. Hamilton est tout simplement plus rapide que lui. Il faudra un miracle en qualification, déclarait le Monégasque. Ce miracle n'aura pas lieu.
Lors des qualifications du Grand Prix, il termine 6ème, juste derrière Hamilton, et loin d'Oscar Piastri, auteur de sa première pole position en carrière. Le long premier virage du circuit de Shanghai est propice aux accrochages. Comment s'est passé le départ du Grand Prix pour Charles Leclerc ? C'est l'une des particularités de ce tracé. Le premier enchaînement est d'ailleurs comparé à la coquille d'un escargot, avec un premier virage à droite très lent et qui se referme sur le deuxième virage à droite très serré. C'est à ce moment que les 20 monoplaces sont extrêmement proches et le risque d'accrochage est élevé, trop élevé pour les deux Ferrari. Charles Leclerc prend un plutôt bon envol, mais dès ce deuxième virage, son aileron avant touche le pneu arrière droit de Lewis Hamilton. Les deux pilotes Ferrari n'y sont pour rien, mais Leclerc ressort de cet incident de course avec un aileron avant endommagé sur le côté gauche. Son ingénieur lui indique 20 à 30 points de perte aérodynamique sur l'avant, ce qui est assez considérable. Mais le monégasque ne semble pas baisser de rythme et continue sa course sans changer d'aileron. Au contraire, il est même le plus rapide des hommes de chasse derrière McLaren et Lewis Hamilton le laisse passer. Il se lance à la poursuite de la Mercedes de George Russell, 3ème, mais le monégasque ne trouve aucun moyen de le doubler. Le Grand Prix est bien plus calme qu'en Australie, et en fin de course, il est rattrapé et dépassé par Max Verstappen. Charles Leclerc franchit la ligne d'arrivée à la 5ème place, dans une position où il ne pouvait pas espérer mieux. Oscar Piastri remporte le Grand Prix de Chine devant son coéquipier Lando Norris et George Russell. McLaren signe à Shanghai le 50e doublé de son histoire. Mais pour Charles Leclerc et Ferrari, la course ne s'est pas terminée sur la ligne d'arrivée. Que s'est-il passé en coulisses après la fin du Grand Prix ? En effet, 1h30 après la publication du classement provisoire du Grand Prix, la direction de course annonce l'ouverture d'une enquête pour les voitures numéro 16 et 10 de Charles Leclerc et Pierre Gasly. Les deux amis sont sous enquête pour une monoplace qui serait sous le poids minimal autorisé. Pour rappel, cette limite est fixée à 800 kg minimum, mais le verdict est clair, les deux voitures pèsent 799 kg. Pour un petit kilo, la Ferrari de Charles Leclerc et l'Alpine de Pierre Gasly sont disqualifiées. Mais ce n'est pas tout pour Ferrari. Lewis Hamilton est également disqualifié pour une autre raison. Le plancher de sa SF25 n'a pas respecté la limite minimale d'usure, le plancher a trop frotté au sol et la voiture de Lewis Hamilton n'a pas été jugée conforme à l'arrivée. 3 pilotes disqualifiés, ce n'était plus arrivé depuis 2004, où 4 pilotes ont été disqualifiés du Grand Prix du Canada. C'est également la première fois de l'histoire que Ferrari subit une disqualification de ses deux monoplaces. Après 2 Grands Prix disputés, c'est le pire démarrage de Ferrari au championnat constructeur depuis 2009. À l'époque, les Rouges n'avaient inscrit aucun point. Un dimanche à oublier pour la Scuderia. Et après 2 semaines consécutives de course, les pilotes et équipes travaillent dans l'ombre avant de retrouver les circuits le 6 avril sur le légendaire tracé de Suzuka au Japon. Et avant de passer au quiz, on voulait tester un petit truc. Il se trouve que Marius Druard et Louis Marmion sont sur place à Gaston Médecin pour le match face à Zalgiris Kaunas. Marius, est-ce que vous nous entendez ? Oui, très bien, et vous ? Oui, alors on est à quoi ? Un gros quart d'heure de ce début de rencontre ? Exactement, Bastien, on est à un gros quart d'heure du début de la rencontre. Les joueurs sont actuellement à l'entraînement. Et sur la feuille de match côté monégasque, Eli Okobo, Blossom Game, Daniel Theiss aussi qui fait son retour après son absence contre l'Asvel et qui pourra certainement aider la Roca Team dans le cœur du jeu. On note également la présence d'Alpha Diallo, Peter Corneli, Mam Jaite, Motier Djounas également, Terry Tarpey, Juan Begarin, Mathieu Strazel, Nick Calates et bien évidemment le numéro 55 Mike James. À noter toutefois les absences dans l'effectif monégasque de Jordan Lloyd et de Georgios Papagiannis. Beaucoup de Lituaniens sont venus pour supporter leur équipe qui a le couteau entre les dents, il faut le dire, avec 2 victoires de retard sur le top 10, qui est synonyme de play-in. Et pour Monaco, la victoire elle est presque obligatoire ce soir avant les affrontements contre l'Olympiakos et le Pana. Merci Marius pour toutes ces précisions. On vous souhaite bien sûr un bon match. La rencontre donc est à suivre à 19h en direct sur TV Monaco. Et puis l'article de ce match sera retrouvé sur notre site azuremonsport.fr. Merci Marius. De rien, merci. C'est l'heure pour le moment de passer au quiz pour finir en beauté cette émission. Un quiz qui sera en mode 4 à la suite. Alors je vais vous proposer 3 thèmes. Il faudra en choisir un et répondre à 4 questions d'affilée sur ce thème en un temps réduit bien sûr. Les thèmes du soir, GP de Monaco, bien sûr, Monaco Basket ou le thème mystère. Alors, pour choisir qui commence, question de rapidité, combien y a-t-il de tours au GP de Monaco ? 78. 78, Victor, vous avez la priorité pour choisir le thème. Je vais partir sur le Grand Prix de Monaco. Sur le Grand Prix de Monaco. Lisa, Monaco Basket ou thème mystère ? Basket. Allez, ça marche. On est parti. Victor, pour vous, première question. Top, le pilote qui a remporté le plus le GP de Monaco ? Lewis Hamilton ? Non,
Le pilote qui a remporté 3 fois de suite le GP de Monaco entre 2013 et 2015. Lewis Hamilton. Non plus. En 2015, justement, la voiture de sécurité entre en piste car Max Verstappen percute un pilote. Mais c'était qui ? Romain Grosjean. Romain Grosjean, bonne réponse. C'était à quel virage ? Premier. Le virage, il a un nom. Est-ce que vous l'avez ou pas ? Sainte-Dévote. Sainte-Dévote, exactement. Deuxième bonne réponse. Je suis le pilote français qui a remporté le plus de fois le GP de Monaco. Alain Prost. Alain Prost, troisième réponse. Et pour valider, qui détient le record du meilleur tour en course ? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, bonne réponse de Victor. Le 4 à la suite est effectué. Petite question bonus, j'en ai deux en plus. Quelle est la distance d'un tour de circuit ? Est-ce que vous le savez ou pas ? 5 km. Non, un peu moins. 4, 8. Ça doit être ça. Oh, je pense Sur moins Monaco. encore. C'est moins encore. 3,200. Ouais, 3,337 exactement. C'est le tour de circuit le plus court. On passe à Lisa. Allez, Prête ? allons-y. Je n'aurai jamais ce Non, 4 à la Victor l'a suite. fait en 1,06 le 4 à la suite. On est parti. Lisa. Top. Comment s'appelait l'entraîneur de Monaco avant Vassilis Pamlis ? Oui, en plus, on me l'a dit. Tu passes ? Oui. Monaco affronte Zalgiris Kaunas ce soir, mais de quel pays c'est Zalgiris Kaunas ? Turc. Non. Non, mauvaise réponse. La bête noire de Monaco cette saison, ils les ont battus 3 fois. Les Milan. Non plus. Le meilleur rebondeur de la Roca Team en championnat cette saison. En championnat. Corneille. Non plus. Attention, le pressing. En dessous de quel stade est située la salle Gaston Médecin ? Louis II. Louis II. De quelle nationalité est Nick Calates ? Il est grec. Il est grec. Quel joueur de Monaco a rejoint Paris à l'intersaison dernière ? Alors là. Bonne question. Je sais pas. On a dépassé le temps de Victor. C'était Yacouba Ouattara. Et dernière question, Mike James est meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague, mais devant qui ? Est-ce que vous avez deuxième et troisième ? Alors, non, je sais que c'est 5000 le record, mais devant qui Devant Nando De Colo. Ah oui, j'aurais pu l'avoir. Oui, Et de la semaine. son entraîneur, Vassilis Panoulis. D'accord. Bah, super, merci Bastien. Parfait. Est-ce que vous voulez les questions sur le thème mystère ? Ah Donc oui. on arrive pour finir. Oui. Allons, on peut Pour essayer. finir. Allez. Le thème mystère, c'était football sur la Côte Bon. d'Azur. Ok, j'aurais peut-être dû prendre ça. Le meilleur buteur de l'OGC Nice cette saison. Evan Guessant. Evan Guessant. J'allais dire ça. Le meilleur passeur de l'AS Monaco cette saison. Golovin. Lisa nous dit en régie Akliouche, c'est bien Marnes Akliouche avec 6 passes décisives. 2 des 4 équipes reçues par l'OGC Nice en Ligue Europa cette saison. Glasgow Rangers et Bodo Glimt. Glasgow Rangers, Bodo Glimt qui va aussi, Real Sociedad et Twente. Monaco perd 1-0 contre Benfica en barrage aller de Ligue des Champions. Qui était le buteur à Benfica ? Est-ce que Victor vous en souvenez ? Lisa peut-être ? Non. Peut-être un portugais. Ah non, je l'ai plus. C'était Pavlidis, le buteur grec. Le nom du stade dans lequel jouait Nice avant l'Alliance Riviera. Le Stade du Ré. Le Stade du Ré. Le prochain adversaire de l'AS Monaco en Ligue 1. Nice. Le GC Nice. Le derby. Le nom de l'entraîneur de l'AS Monaco avant à 18h. Non, c'est pas Niko Kovac. Non, Il y en avait je un pensais après. à Niko Kovac aussi, mais... Ah, j'ai Mais- sa tête, mais j'ai pas son nom. Il s'agissait de Philippe Clément. Ok. Et le nom de l'ancien joueur du gym qui a signé il y a 2 semaines
au Népal. Au Népal. Ah, je crois avoir vu l'info, mais... Un petit indice. Quel poste? C'est un attaquant, hein. Milieu de terrain. Ah. Petit de taille. Série? Non. Blond. Koziello, qui a signé pour 1 mois et demi au Népal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain, même heure, pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur EDJ FM. Ciao, ciao.